Autrefois, on parlait de l'autisme. Aujourd'hui, on parle de troubles du spectre de l'autisme, tant les formes cliniques sont variées. Autrefois, l'autisme n'était souvent repéré que très tard, vers 8 ans. Aujourd'hui, les recommandations vont dans le sens d'un dépistage le plus précoce possible et d'une démarche diagnostique dès que l'on a repéré un certain nombre d'indicateurs d'alerte. Autrefois, nous avions une image de l'autisme telle que décrite par des observateurs extérieurs, médecins ou psychologues. C'est Léo Kanner qui, en 1943, décrit les personnes autistes comme présentant deux caractéristiques, un besoin de solitude extrême et un besoin de permanence, d'immuabilité. Dans les années 80, c'est la psychiatre Lorna Wing qui propose une définition basée sur trois caractéristiques: des troubles de la communication, des troubles des interactions sociales et des intérêts restreints ou comportements répétitifs. Une grande révolution s'est opérée ces dernières années avec les nombreux témoignages de personnes autistes et tout ce qu'elles nous ont appris sur leur fonctionnement. Ces personnes se voient non pas comme avec une maladie ou des problèmes, mais avec un fonctionnement du cerveau différent. Elles parlent de neuroatypie. L'évolution des neurosciences a permis de valider ces témoignages et d'invalider les grandes théories élaborées par des observateurs non concernés et de faire évoluer ainsi les représentations. Le trouble du spectre autistique, c'est un trouble neurodéveloppemental qui concerne environ une personne sur 100. Ces manifestations vont être différentes d'une personne à une autre et fluctuantes dans le temps et en fonction des stades de développement. Malgré tout, deux manifestations restent présentes quel que soit le positionnement sur le spectre. Ce sont les altérations des relations sociales et de la communication, d'une part, et d'autre part, les altérations des comportements avec les centres d'intérêt restreints ou les activités répétitives. On parle de dyade autistique. S'ajoutent généralement des particularités sensorielles avec une hypo ou une hypersensibilité qui conduisent à des réactions inhabituelles dans un environnement non aménagé et des troubles des comportements. L'ensemble de ces manifestations peut amener à des difficultés d'apprentissage et d'insertion sociale. 40% des personnes avec autisme présentent une déficience intellectuelle associée. Les 60% restants ont une intelligence dans la norme ou une intelligence plus élevée que la moyenne. Dans les classifications, l'autisme est classé selon 3 niveaux de sévérité qui nécessitent un besoin de soutien important ou un besoin de soutien très important. Les personnes avec autisme souffrent fréquemment de troubles du sommeil, de troubles anxieux et d'une fragilité de l'humeur. Le principal facteur de risque de troubles du spectre autistique, c'est le risque génétique. Cependant, il ne s'agit pas d'un problème lié à un seul gène, comme pour les maladies génétiques. On a identifié aujourd'hui près de 800 gènes différents qui seraient impliqués dans l'apparition d'un trouble du spectre autistique. Les facteurs de risque environnementaux, ceux qui sont connus, ce sont l'exposition à des toxiques environnementaux, en particulier les perturbateurs endocriniens, des polluants contenus dans des cols ou des peintures, la grande prématurité, l'obésité de la mère, l'exposition au stress ou encore des déficits en folate ou en vitamine D pendant la grossesse seraient des facteurs qui aggraveraient le risque. La principale source de souffrance dans l'autisme, c'est l'incompréhension du fonctionnement de la personne et l'inadaptation du monde extérieur. Ces facteurs-là, ils occasionnent beaucoup d'anxiété. Et c'est cette anxiété qui est à la source des troubles des comportements qui apparaissent alors et paraissent inexplicables. Si on parvient à bien comprendre le fonctionnement de la personne, à adapter l'environnement, l'anxiété baisse énormément et la vie est beaucoup plus facile pour la personne autiste et son entourage. L'enfant ne répond pas à son prénom, il n'emploie aucun langage ou développe le langage de façon tardive, ou il développe le langage de façon très particulière. Il parle de lui à la troisième personne, apprend à lire avant de parler, parle avec un accent particulier, parle comme on écrit ou toute autre particularité. Il ne montre pas du doigt ou n'utilise pas les gestes pour se faire comprendre. Il répète les mots ou les sons qu'il a entendus, c'est l'écholalie. Il répète des phrases entières de manière plaquée. Il tient des monologues, récite ses connaissances. Il semble peu s'intéresser aux autres enfants, joue en parallèle plutôt qu'avec eux. Il va vers les autres uniquement pour répondre à ses besoins de base et non pour chercher la relation. Il communique peu ses besoins, il fait les choses par lui-même. De ce fait, il risque de se mettre en danger. Il n'établit pas de contact visuel ou évite le regard. Il comprend difficilement les jeux de mots, les sous-entendus, le sens exprimé par le ton de la voix.
Il décode difficilement les expressions faciales, le langage du corps comme la posture, les émotions des autres. Il peut réagir très fort à ce qu'il trouve injuste et manifester de l'anxiété sociale. Il peut avoir des particularités sensorielles, des difficultés à accepter le contact physique. Il peut sentir les personnes, les cheveux, les objets, réagir très fortement au brossage des dents, des cheveux, avoir des difficultés à accepter les examens, les soins de santé, être attiré par des stimuli particuliers, présenter des particularités alimentaires, réagir à certaines textures, certains vêtements, fuir la foule, le bruit, la proximité. Il est très très vite en surcharge sensorielle. Il peut avoir des comportements atypiques, comme de tourner sur lui-même sans être étourdi, d'aligner des objets, de sautiller sur place, de marcher sur la pointe des pieds, de faire du flapping, d'utiliser des objets de manière inhabituelle, de regarder les mêmes films ou les mêmes séquences en boucle. Les difficultés de flexibilité l'amènent à mal tolérer les changements et les imprévus. Il est donc très fortement réactif aux changements d'heure, aux changements de saison. Il peut avoir des pensées et raisonnements en tout noir ou tout blanc, faire des crises importantes sans que l'on comprenne l'origine. Il a aussi certaines forces qui sont autant de ressources. Une excellente mémoire, une grande logique visuelle. Il se souvient d'endroits vus il y a plusieurs années, ou des dates, et retient une grande quantité d'informations. Il peut avoir des connaissances étonnantes sur ses centres d'intérêt, peut mener des réflexions scientifiques, parfois bien développées. Il suit à la lettre les consignes lorsqu'elles sont assimilées, fait preuve de justice, d'honnêteté. Il communique de façon claire et précise, sans ambiguïté. Le diagnostic et l'évaluation permettront de comprendre le fonctionnement de l'enfant, de proposer des actions de remédiation des difficultés et de développer les ressources. Ils permettront aussi l'adaptation de l'environnement, incontournable pour assurer à l'enfant les meilleures chances de se développer de façon optimale avec ses particularités. Accueillir un enfant ou un adolescent autiste va solliciter vos qualités d'observation afin d'identifier finement son fonctionnement et vos qualités d'adaptation pour répondre au mieux à ses besoins. L'enjeu va être d'accepter l'enfant tel qu'il est, avec ses particularités, de s'adapter et d'adapter l'environnement, tout en lui permettant, si possible, d'assouplir son fonctionnement et lui donner des outils afin de pouvoir composer par la suite avec un environnement qui ne sera peut-être pas toujours aussi adapté. En allant chercher de l'information et en vivant au quotidien avec l'enfant, vous allez devenir rapidement le meilleur expert de son fonctionnement. Vous repérerez rapidement ces particularités sensorielles qui vont se manifester par de l'hyper- ou hyposensibilité au bruit, aux textures, à la lumière, aux odeurs. Attention, les particularités sensorielles sont la première hypothèse à poser face à des comportements problèmes. S'il est en recherche de sensations, peut-être serez-vous confronté à un enfant qui prend des risques, qui grimpe sur les rebords de fenêtres ou sur les toits, qui se balance dans le vide. Vous devrez être patient face aux nombreux rituels qu'il pourra avoir besoin de mettre en place pour se sentir en sécurité, en ne laissant pas s'y enfermer tout de même. Toujours essayer de travailler la flexibilité. Il aura peut-être des centres d'intérêt particuliers, un super point de départ pour développer la communication et le partage. Le repérage dans le temps et la notion des durées peuvent être complexes à acquérir pour lui, vive le timer. Des difficultés pour planifier et s'organiser risquent aussi de poser problème au quotidien. Le manque de flexibilité va rendre aussi difficiles les changements, les imprévus, les surprises et risque de provoquer des crises parfois bien difficiles à gérer. Vous allez devoir accompagner l'enfant à décoder les émotions et les intentions des autres afin qu'il puisse développer des interactions sociales. Il aura peut-être aussi des comportements auto-agressifs comme se griffer, se mordre, se taper la tête contre les murs ou le sol, ou parfois des comportements violents avec les autres. Il faudra alors adopter votre posture de détective pour pouvoir décoder ce comportement, identifier le problème sous-jacent, douleur, sentiment d'incompréhension, injustice, particularité sensorielle, émotion intense, modification de l'environnement, puis l'aider à trouver des alternatives plus constructives pour résoudre ce problème. Aucun comportement n'arrive pour rien. Tout comportement a un sens, une fonction. L'outil iceberg du comportement pourra vous aider dans ce travail. Travailler sur la communication va être aussi indispensable. Si l'enfant est non-verbal, de nombreuses méthodes existent pour développer la communication, PEPS, Macathon, autres. Pourquoi ne pas vous y former? S'il est scolarisé, les troubles des apprentissages peuvent se conjuguer à l'autisme, dysphasie, dyslexie, dysorthographie,
TDAH. Peut-être serez-vous amené à le soutenir sur ces plans, peut-être aussi à l'accompagner vers de nombreuses prises en charge rééducatives, ce qui prend pas mal de temps. Accueillir un enfant avec autisme, c'est un travail tout aussi passionnant qu'épuisant. N'hésitez pas à demander des temps de répit afin de recharger vos batteries régulièrement. Pensez également au soutien que peuvent apporter certaines associations comme Autisme France ou Autistes sans frontières. Le site 2 minutes pour mieux vivre l'autisme propose aux aidants d'enfants autistes une banque de vidéos pédagogiques pour la gestion des petites situations de la vie quotidienne. Et enfin, pour vous informer, le site Autisme Info Service est une ressource indispensable.